Le processus budgétaire 2025 a été lancé ce jeudi matin. Un taux de croissance du PIB de 5,4% est attendu. Dialogue intermalien, quel interlocuteur pour une meilleure inclusivité? Une question cruciale pour réussir ce pari. C'est l'épisode 2 de notre série de la semaine. Le footballeur Dani Alves a été condamné ce jeudi à 4 ans de prison. Les détails en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 1945. Les responsables de la Direction générale du budget ont procédé ce jeudi 22 février au lancement du processus budgétaire 2025, occasion pour le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, de rassurer les Maliens et les partenaires du pays. Paul Yapinguesson. Via ce lancement du processus budgétaire 2024, il s'agissait pour les acteurs de se pencher sur les différents problèmes liés au secteur, évoquer les défis et les perspectives dans l'optique d'avoir une gestion harmonieuse du budget. Ce rendez-vous annuel majeur se veut être un cadre d'écoute et de dialogue constructif et participatif entre le gouvernement et ses partenaires et au cours duquel les thématiques liées à la mise en œuvre du budget programme sont débattues en tirant des leçons des années passées et en capitalisant sur les acquis. Dans sa présentation sur l'état des finances publiques du Mali, le directeur général du budget a exposé la situation d'exécution du budget rectifié 2023 avec les mesures envisagées pour soutenir la mobilisation des recettes. De manière spécifique, en matière de recettes, les mesures envisagées pour soutenir la mobilisation des recettes concernent entre autres l'imposition du commerce électronique à travers la soumission à la TVA, des prestations de services sur les plateformes de commerce électronique étrangères, locales, ainsi que la commission perçue sur les opérateurs de ces plateformes à l'occasion de la réalisation des prestations. En 2025, les cadrages budgétaires sont les suivants. Il s'agit d'un taux de croissance du PIB réel de 5,1% en 2025 et d'un taux d'inflation de 2,5% du PIB en deçà de la norme communautaire. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le plan national qui prévaut à l'élaboration du budget 2025 est plutôt rassurant et se caractérise par une amélioration progressive de la situation sécuritaire. De par ce fait, indique le ministre, le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5,1% en 2023 devait connaître une nette augmentation d'ici 2025. Le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5,1 en 2023 devrait atteindre 5,1 et 5,4 en 2024 et en 2025. Parlant des premières estimations de l'exécution budgétaire 2025, Alousséni Sanou annonce que la mobilisation des recettes fiscales est assez satisfaisante. Pour ce qui concerne les premières estimations de l'exécution budgétaire en 2023, la mobilisation des recettes fiscales ressort assez satisfaisante avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,7 du PIB contre une prévision de 14,6. Pour la conférence de lancement du processus budgétaire 2025, 3 thèmes ont fait l'objet de débats, à savoir la vision Mali 2063 et élaboration de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali, enjeux et implications pour les politiques publiques, la mercuriale des prix, élaboration, mise à jour et utilisation dans le processus d'exécution et de contrôle du budget de l'État et le dialogue de gestion et opérationnalisation des outils de pilotage, lettres de mission, charte de gestion ministérielle, plan d'engagement du budget programme, expérience et bonnes pratiques au sein des ministères et institutions. Très bientôt, les Maliens se réuniront pour se parler. Le dialogue intermalien voulu par les autorités de la transition approche. Qui doit au pays participer pour une meilleure inclusivité? Nous nous intéressons à la question dans l'épisode 2 de notre série de la semaine sur ce grand rendez-vous. Soumaïla Fani. Malgré l'abandon de l'accord d'Alger, la décision des autorités d'initier un dialogue intermalien après la reprise de Kidal est présentée par les autorités comme une opportunité pour les Maliens. Mais pour qu'il soit inclusif, qui sont les interlocuteurs avec qui engager des discussions? Nous avons, depuis 2020, attiré l'attention que l'accord est caduc parce que les signataires ne sont pas les acteurs de l'insécurité depuis 2020, depuis 2019.
ceux qui sont les acteurs de l'insécurité. C'est quoi? C'est Yadar Ali, c'est les mouvements, je ne sais pas, ACMI, c'est le IGS, c'est je ne sais pas quoi, c'est Amadou Koufa, c'est autres. Eux ne sont pas signataires de l'accord. Donc, ils doivent être aujourd'hui les interlocuteurs qu'il faut amener. Parce que ceux qui ont signé l'accord, une partie a déjà adhéré au programme du Mali, ils sont même dans le gouvernement, comme je l'ai dit, et au CNT. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas maliens ou bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est. Mais maintenant, tout va dépendre quels sont les hommes et des femmes qui vont agir au nom de Yadar Ali, au nom de Hamadou Koufa, au nom de Sahraoui. C'est dans cela que le diagnostic pourrait être biaisé. L'inclusivité ne veut pas dire, dans le contexte malien, de faire appel à toutes les communautés ethniques, mais plutôt d'agir en termes d'utilité. Poursuivis par la justice pour répondre de leurs actes, comme souligné par le président du comité de pilotage, certains estiment que s'ils doivent être intégrés dans le cadre de l'inclusivité du processus, il faut donc lever les mandats d'arrêt internationaux contre eux. Ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes, puisqu'ils sont des Maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. Si on doit les intégrer, mandat d'arrêt international, il faut les lever. Il faut pouvoir leur donner la possibilité de revenir au Mali, de parler avec famille, de parler avec nous. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut pouvoir bien voir, bien analyser, bien structurer, mais tout le monde doit être appelé. Cette inclusivité-là, moi, si nous partons tout de suite à Ségou à côté, ou à San ou à Sikasso, on parlera, tout le monde parlera, mais il faut savoir camper le sujet et ne pas dévier du sujet. Il suffit, le président vient de dire qu'ils vont partir dans toutes les communes. Pour débattre de quoi dans toutes les communes? Là où on a moins de problèmes, là où on connaît les acteurs du problème, allons à eux. Mais d'autres, par contre, estiment que seuls ceux qui se sentent maliens peuvent saisir cette occasion pour s'engager dans ce processus. Et qui sentent qu'ils sont des égaux à tous les Maliens, ceux-ci peuvent prendre conscience que dans le cadre de la Constitution, ils peuvent venir défendre leurs droits. Personne ne leur a refusé leurs droits. Mais si vous voyez qu'ils prennent des armes et qu'ils ne veulent pas adhérer au dialogue, ça veut dire qu'ils veulent beaucoup plus que ce dont ont droit tous les autres Maliens. C'est ça le problème. De nombreux observateurs démontrent que ces dialogues intermaliens ouvrent de nouvelles perspectives de résolution politique du conflit que l'ensemble des protagonistes devraient saisir plutôt que de s'enliser dans un conflit qui n'a que trop duré. Le service de la protection des végétaux annonce la présence de criquets arboricoles dans plusieurs localités du Mali. Pour la direction de la protection des végétaux, des dispositions sont en train d'être prises pour combattre ces insectes. Djaneba Samaki. La Direction générale de la protection des végétaux indique qu'à la date du 16 février 2024, cette région et plus de 32 villages ont enregistré la présence des criquets arboricoles. Un autre type de criquet qui s'attaque non seulement aux champs, mais également aux potagers. Il s'agit des régions de Kaye, Ségou, Tombouctou, Sikasso et Nioro du Sahel notamment. Selon le directeur général adjoint de la protection des végétaux, Oumar Sy, cette invasion des criquets dans certaines localités est un phénomène habituel. Toutefois, il indique que cela a pris de l'ampleur cette année. Il y a deux raisons valables. Il y a le changement climatique vraiment qui peut affecter ces ravageurs-là. Donc, en plus du changement climatique, il faut comprendre qu'il y a leur habitat naturel vraiment qui est un peu dégradé. Généralement, c'est les épineux où ils vivent. Les épineux, c'est les arbustes qui sont généralement dans le Sahel et qui sont les acacias et les balanites et vichaka. Donc, le plus souvent, même s'ils viennent, ils ne s'attaquent à ces arbustes. Donc, vraiment, il y a moins de danger.
Mais cette année, non seulement ils ont été dans les épinets, mais ils ont été observés aussi sur certaines cultures, notamment les vergers, les manguerais et les agrumes, et aussi les cultures maraîchères, surtout le chou. Omar Sy précise que la situation est inquiétante. Bon, les conséquences, c'est que le pâturage va être détruit, parce que les épineux aussi, il y a nos animaux vraiment qui partent dans ça. Ça, c'est leur alimentation. Bon, il y a même nos propres cultures qui sont menacées, comme je l'ai dit. On l'a observé sur des manguiers. D'ailleurs, on a fait des traitements sur les manguiers. Mais il y a aussi vraiment les cultures maraîchères, telles que les choux, les piments qui ont été attaqués, qui sont nos cultures, et vraiment qui permettent de rapporter beaucoup d'argent à nos producteurs et productrices. Donc, le revenu principal pendant cette période, c'est surtout la contre-saison. La contre-saison, c'est les cultures maraîchères, c'est la culture du riz. Si ces cultures sont menacées, je crois qu'il y a lieu vraiment d'agir. La Direction générale de la protection des végétaux invite les populations à ne pas paniquer, car, selon elle, le criquet arboricole, très souvent confondu au criquet pèlerin, n'est pas dangereux. Elle affirme avoir lancé un plan de riposte. En ce sens, M. Sy a souligné qu'un certain nombre d'activités sont programmées et en cours d'exécution. Entre autres, l'information et la sensibilisation des producteurs de vergers, l'appui au conseil des populations à travers des missions de vérification et de prospection, diffusion des messages à travers des canaux sur la biologie, l'écologie et la lutte contre ces ravageurs, mise en place des comités de veille et l'élaboration du plan de riposte. Dani Alves écope de 4 ans et 6 mois de prison pour viol. Le joueur a été reconnu coupable par le tribunal supérieur de justice de Barcelone. C'était ce jeudi 22 février. Assitoumani Koulibaly. 4 ans et 6 mois de prison, c'est la peine infligée ce jeudi au joueur brésilien Dani Alves par le tribunal supérieur de justice de la cité catalane. Une peine largement inférieure à celle de 9 ans de prison requise par le parquet à l'encontre du footballeur qui pourra faire appel de ce verdict. Dani Alves a par ailleurs été condamné à verser 150 000 € à la victime, à 5 ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et à se tenir éloigné de la victime pendant 9 ans et demi. Les faits remontent à la nuit du 30 au 31 décembre 2022. C'est le 20 janvier 2023, date à laquelle il a été incarcéré, que le joueur a vu sa vie basculer. Selon les témoignages de la jeune fille, elle aurait été attirée dans les toilettes de la discothèque Seton de Barcelone par Dani Alves, qui aurait alors abusé d'elle. Quant au Brésilien, il a livré 5 versions différentes depuis sa première audition. La version présentée au tribunal était la suivante. Après une soirée alcoolisée, il s'est rendu dans la discothèque avec un ami, a invité la future plaignante et ses amis à sa table et a eu une relation sexuelle consentie avec elle. Une version qui a été mise à mal par les images visibles à la sortie de la boîte de nuit et par certains témoignages. La Cour, de son côté, a retenu M. Alves coupable pour agression sexuelle avec pénétration. Il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer la violation comme prouvée, a indiqué le tribunal dans un communiqué. Ajoutons que l'accusé a brusquement saisi la plaignante, l'a jetée au sol et l'a pénétrée vaginalement alors que la plaignante disait non et qu'elle voulait s'en aller, a-t-il ajouté. Pour citer un exemple dans sa décision, le tribunal a notamment mis en avant les lésions dures sur les genoux de la victime qui sont le produit de la violence utilisée par M. Alves ainsi que l'état émotionnel de la jeune femme après les faits ou les séquelles psychologiques dont elle souffre. Pour rappel, l'ancienne star du Barça et du PSG était en détention provisoire depuis plus d'1 an. Une histoire qui fait penser à d'autres stars du sport, tels que le boxeur Mike Tyson, qui avait été condamné pour viol en 1992 avant d'être libéré en 1995, ou encore Benjamin Mendy, accusé et reconnu ensuite non coupable des accusations formulées contre lui. Alliance des États du Sahel vers une monnaie commune, c'est la une du Journal du Mali cette semaine. Une monnaie commune de l'AES est-elle envisageable? Quel délai pour son émission? Quels atouts? Quelles faiblesses? Le Journal du Mali répond à toutes ces questions.
Vous pouvez également lire dans ce numéro 463 d'autres articles sur la CODEM, le prix des oignons en baisse ou encore les U17 maliens, des talents convoités. L'hebdomadaire est téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi sur 1945. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.